Bonjour à tous et bienvenue dans cette rediffusion de la conférence du 26 novembre 2020 sur neurodiversité et pensée en arborescence. Avant de démarrer, je voulais juste vous faire un petit préambule pour vous raconter mon histoire, celle d'une enfant qui se sentait un peu étrange, qui est devenue une jeune femme qui se sentait un peu étrange, puis une adulte qui avait l'impression de ne pas avoir toutes les clés de compréhension du monde et qui continuait à se sentir étrange. Et j'ai fait beaucoup de types de thérapie ou d'accompagnement pour essayer de voir comment je pouvais enfin trouver cette clé. Et cette clé, elle est arrivée un peu de manière inattendue par l'intermédiaire de mon fils, qui a été diagnostiqué d'abord dyspraxique, donc euh, avec une difficulté au niveau de la motricité fine, et puis avec un QI hétérogène. Donc il s'est avéré que mon fils c'était comme moi et que je trouvais qu'il me ressemblait énormément. Et j'ai fait les diagnostics et il s'avère que j'ai exactement les mêmes particularités cognitives. Et ce qui m'a vraiment passionnée, parce que ça faisait 20 ans que j'accompagnais des humains, ça a été au même moment que je faisais ma formation pour me professionnaliser en tant que coach professionnel, de voir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait se sentir différent et comment faire surtout pour se sortir de ça et traverser ce chemin de l'acceptation. Donc vous verrez les clés qui m'ont permis de vraiment le mieux comprendre ce qui se passait et où j'en suis aujourd'hui, sachant que c'est un travail de tous les jours et parce que au fur et à mesure que j'apprends des nouvelles données, les choses changent. Et aujourd'hui, c'est quand même encore des sujets qui sont très peu exploités. Le cerveau reste encore un mystère. Je pense qu'on a plein de choses à découvrir et c'est ce que je trouve aussi très passionnant. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après. Ce soir, la conférence, elle a l'objet la neurodiversité et l'arborescence, la pensée en arborescence. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce que je sais de ces théories et ce que ça peut apporter. Si ça peut vous apporter une lumière ce soir, ce serait pour moi gagné. Mais vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et même au contraire, si vous avez des choses à m'apporter, allez-y, dites-les moi, envoyez-les moi. Ce sera avec grand plaisir que je regarderai ça parce que je trouve que c'est comme ça qu'on partage la connaissance et c'est comme ça qu'on grandit. Aujourd'hui, pour parler de ce dont on va parler ce soir, il y a beaucoup de mots différents. On va parler d'hypersensible, on va parler de zèbre. Alors j'aime bien cette dénomination de zèbre parce que c'est un peu l'idée que, même si c'était pas ça l'idée au départ, mais moi j'aime bien, c'est l'idée qu'en fait on est un peu comme des chevaux. C'est pour ça que j'ai appelé ma page un zèbre dans un monde de chevaux. C'est qu'en fait on ressemble aux chevaux mais on n'est pas tout à fait pareil. Et on n'a pas tout à fait les mêmes capacités. Et l'idée du zèbre, c'est aussi que dans la savane, il paraît complètement incongru avec ses rayures, alors qu'en fait, c'est un super camouflage quand ils sont en groupe. Donc, en fait, c'est une compétence qu'on ne voit pas, mais qui est réelle. Les 10, c'était ce que je disais avec les dyspraxiques. Donc, il y a tout ça. Et donc, tous ces mots différents, je les ai rencontrés. Les phylocognitifs, dont on va parler après, c'est un terme que je connais depuis peu de temps. Et je vous expliquerai ce que c'est, parce que c'est un terme qui me correspond bien, en tout cas auquel moi, je me retrouve aujourd'hui. Et tout ce qui est haut potentiel ou douance, c'est des choses que j'ai explorées, mais sur lesquelles je ne me retrouve pas complètement. Je ne me retrouve pas complètement parce que je ne me sens pas supérieure, je me sens juste différente. Et il y a des choses sur lesquelles je peux me sentir, en effet, que je peux aller plus vite, mais ce n'est pas pour ça que je fais mieux. C'est peut-être juste une façon de raisonner différente, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur ou plus ou moins. Pour moi, ce n'est pas cette notion-là. C'est pour ça que moi, la notion de haut potentiel, même si on l'utilise pour parler de cette catégorie, pour moi, elle ne me correspond pas. Et c'est pareil sur le côté douance, comme si on avait quelque chose de plus, un don qu'on nous aurait donné et que les autres n'auraient pas. Et vous verrez en quoi, moi, je ne crois pas à ça. Mais je crois par contre à la différence. Je crois qu'on a une vraie différence. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Et je vais vous l'expliquer dans un champ qui est celui de la neurodiversité. Celui de la neurodiversité, l'idée de la neurodiversité, c'est l'idée que par rapport à un fonctionnement, quel qu'il soit, on va avoir une expression d'un fonctionnement cognitif suivant cette courbe de Gauss qui va être essentielle et qui va être assez universelle.
On va retrouver cette courbe, par exemple, pour mesurer les QI. C'est à peu près la courbe qui mesure les QI. On a ce pourcentage. On va retrouver cette courbe aussi pour mesurer la taille des gens. Et pour reprendre l'exemple de Jean-Baptiste Alexanian que je suis, pour mesurer la taille des feuilles des arbres, on va avoir cette courbe. Et ça, c'est relativement très fréquent dans la nature. Et pourquoi je parle de neurodiversité? Parce qu'en fait, quand on parle de tous ces fonctionnements cognitifs, que ce soit la sensibilité, que ce soit la capacité à réfléchir vite, que ce soit aussi la capacité à anticiper les obstacles, on va être dans cette courbe et on va être en dehors des éléments de la norme. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est que dans chaque comportement cognitif, on va avoir des gens qui vont être plus ou moins. Ce qu'on voit au milieu, c'est la norme environnementale. La norme environnementale, elle va être sur le bleu, sur le côté bleu, entre le bleu clair d'un côté et l'autre borne bleu clair. Et ça, c'est la norme environnementale. Si on prend par exemple un fonctionnement qui va être l'empathie, on va avoir l'empathie qui va être globalement, on va avoir un niveau d'empathie qui va être globalement dans la norme entre ces fonctions-là. Mais on peut avoir un comportement qui va être hors norme. Ce comportement qui est hors norme, il va être au-delà, il va être dans les 2,1 voire 0,1%. Il va être très, très, très empathique. Et de l'autre côté, des personnes qui sont presque pas, voire pas du tout empathiques. Ça, c'est un fonctionnement tout à fait naturel et normal de l'être humain. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu et ça m'a vraiment apporté quelque chose parce que si on regarde toutes les choses qu'on a dans cette particularité cognitive, ce ne sont pas des choses qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas présentes chez les autres. C'est vrai, en fait, l'empathie, c'est présent chez tout le monde, voire, mais très, très bien, très fortement ou pas. Le fait d'avoir une capacité, une agilité à raisonner, à comprendre des choses, pareil, ça va être fort chez certains, faible chez d'autres, mais c'est présent chez tout le monde. On ne parle pas de choses que seules les personnes qui ont cette facilité cognitive ont. C'est juste un fonctionnement qui est à l'extrême, qui va être à l'extrême d'un côté, à l'extrême de l'autre. On va prendre par exemple ce que je disais tout à l'heure, le fait que je pleure beaucoup, on va dire que l'hypersensibilité. Mais en fait, on est là, on est vraiment dans l'hypersensibilité, on va être vraiment sur le 2,1% ou 0,1% des personnes qui sont très, très, très sensibles. Et on va l'opposer, si vous prenez les 0,1 ou les 2,1, là, c'est par rapport à des... Moi, je prends toujours cet exemple de l'étranger de Camus qui pleure pas par rapport au décès de sa mère, et on est vraiment dans cette autre extrémité. Et on va le retrouver parfois chez certains autistes qui peuvent, par exemple, ne pas avoir d'émotions, ou certaines personnes qui vont être bloquées dans leurs émotions et qui ne vont pas éprouver d'émotions. Et de toute façon, quoi qu'on soit d'un côté ou d'autre, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est de ne pas être dans la norme. Et de ne pas être dans la norme, c'est quoi? Ça veut dire que dans la norme où on est, dans l'environnement où on est, par exemple, quand je pleurais beaucoup dans la cour maternelle, en fait, ce n'était pas la norme. Parce que moi, je pleurais peut-être tous les jours beaucoup pendant 1 heure. Je ne sais pas, peut-être pas à ce point-là quand même. Mais la plupart des enfants, ils pleuraient 5 minutes de temps en temps. Et c'est ça, pas être dans la norme. Et du coup, c'était étrange. Et du coup, on me renvoyait le fait que c'était pas bien. Et souvent, c'est ça. Quand c'est étrange, on renvoie le fait que c'est pas bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une norme environnementale. Si on change d'environnement, on n'est plus la même. C'est plus la même chose. Et du coup, quand on va être, par exemple, Jean-Baptiste Alexanian que j'ai cité, je vous invite à regarder sa vidéo sur YouTube qui est très bien sur justement la neurodiversité. Et il explique, par exemple, il prend l'exemple du suricate. Et il parle de l'anxiété et du fait d'être aux aguets. Et il dit un suricate, vous savez, les petites bestioles là, qui regardent partout. Là. Un suricate, un suricate, c'est une super qualité d'être anxieux, de voir tout, de regarder partout. Mais ça, c'est une super qualité, c'est pour un suricate. Mais vous le mettez dans une entreprise qui a besoin de zénitude ou qui n'a pas envie de se remettre en question, bah, il ne va pas être bien, le suricate. Parce qu'on va lui dire, non, non, mais tu dis rien. Non, non, mais les alertes, on s'en fout. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être suricate dans ces cas-là. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce côté hyper empathique, par exemple. L'hyper-empathie, c'est génial quand on veut accompagner des gens. C'est vraiment une super qualité. Évidemment, en prenant soin de pas trop en souffrir soi-même. Mais l'empathie en soi c'est une belle qualité, parce que c'est juste comprendre l'autre, ce qu'il ressent. Et c'est une super qualité quand vous accompagnez des gens. Par contre, quand vous êtes dans une réunion
où il y a d'énormes malentendus, d'énormes sous-entendus, que vous sentez une atmosphère pourrie, que vous ne comprenez pas d'où ça vient, là, c'est super compliqué d'être empathique. Parce que là, vous n'arrivez pas à vous protéger. Et vous êtes débordé d'émotions. Donc, dans ces cas-là, ce n'est vraiment pas une chance. Voilà ce que je peux vous dire sur la neurodiversité. Donc, une fois qu'on a parlé de neurodiversité, il y a autre chose qui m'a vraiment interpellée. C'est quelque chose qui, si je peux, c'est ce qui s'appelle la pensée en arborescence. Et la pensée en arborescence, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, ah mais c'est ça ce que je pense. Je pense dans tous les sens. En fait, j'ai l'impression que c'est un arbre dans ma tête et quand je fais des liens partout. Donc la pensée en arborescence, j'ai trouvé que c'était une super chose. Donc, ce que je vous disais, c'est que la pensée en arborescence, quand j'ai appris ça, il y avait un truc qui s'appelait comme ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça mon truc différent, c'est la pensée en arborescence. Et je me suis dit, c'est vraiment, vraiment super génial parce que ça explique vraiment comment je fonctionne. Et là, quand j'ai préparé ce support, je me suis dit, bon, je vais quand même aller regarder les références scientifiques parce que c'est un peu mon truc, ça, de prendre les choses comme elles viennent. Parce que quand ça me convient, je les prends. Voilà. Après, je ne regarde pas trop. Donc là, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'en fait, la pensée en arborescence, elle n'a pas d'existence au niveau de la science pour l'instant. Pour l'instant, hein. Parce que tous ces sujets-là, c'est controversé. Il faut voir que l'étude du cerveau et l'étude de ses comportements, c'est quelque chose de très, très, très récent à l'échelle de la science et très, très récent même à l'échelle de l'homme parce que ça fait une dizaine, quinzaine d'années. Et comme exemple, par exemple, mon fils, il y a très peu de temps, on lui a dit que c'était le sommeil qui était certainement à l'origine et qui aggravait les troubles. Ça, c'est quelque chose, ça fait 5 ans qu'il est suivi et c'est nouveau. On vient de s'en rendre compte parce qu'il y a une étude là-dessus. Donc, c'est des choses qui sont en permanente évolution. Donc, ce n'est pas une réalité scientifique, mais alors qu'est-ce que c'est la pensée en arborescence? En fait, ça a été une métaphore qui a été utilisée, qui est franco-française, et qui a été utilisée pour parler de ce type de pensée, en fait, parce qu'en fait, on parle plutôt de mode de pensée divergente. Et ce n'est pas en fait un mode de pensée qui est opposé à celui de l'opposé linéaire. Ce n'est pas du tout ça. C'est une façon que l'esprit a de penser. Il peut penser de manière linéaire et de manière focusée sur quelque chose, mais il peut aussi penser de manière divergente. Et dans ces cas-là, il va aller explorer plein de possibilités. Et en général, la pensée divergente, elle se fait quand on est détendu, ou quand on discute, ou quand on parle. Et dans ces cas-là, il y a plein de possibilités qui partent. Et finalement, le fait d'avoir plutôt cette pensée divergente, c'est quand même quelque chose qui est assez caractéristique de ce type de fonctionnement. Que moi, en tout cas, je retrouvais dans mon fonctionnement à moi, où je me retrouvais à penser avec plein de solutions. Après, le type même, c'est le coq à l'âne. Je pense que si vous êtes comme moi, ça doit vous arriver régulièrement que vous commenciez une phrase, que vous commenciez une discussion, qu'il y a un petit blanc et que tout d'un coup, vous recommenciez sur complètement autre chose. Et là, la personne vous dit, mais on ne parlait pas de ce sujet-là. Et du coup, vous dites, bah oui, mais si. En fait, moi, c'est très clair dans ma tête, sauf que vous êtes incapable de savoir d'où ça vient. Bon, maintenant, j'arrive à peu près à le faire de temps en temps, mais des fois, je ne le sais pas. Hein. C'est arrivé, c'est fait dans la tête. Donc, on ne sait pas. Donc, ça, c'est la pensée divergente. Mais ce qui a été vu vraiment, et ce que ça a été démontré scientifiquement, par contre, c'est que dans une certaine catégorie d'individus, et notamment ça a été prouvé par rapport au philo-cognitif dont on parlera tout à l'heure, c'est qu'il y a une agilité cognitive. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment démontré. Et ça, on peut vraiment s'y référer. C'est qu'en fait, il y a plus de connectivité cérébrale. Les neurones, ils sont plus connectés et ils vont plus vite que la plupart des personnes, que la norme en fait. C'est au-dessus de la norme. On parle de la neurodiversité, c'est au-dessus de la norme. Il y a plus de connectivité cérébrale, c'est plus de liens et c'est plus rapide. Et il y a plus de connectivité entre les deux hémisphères et aussi à l'intérieur de chaque hémisphère. Donc, c'est ces liens qui vont être plus profonds, plus rapides, qui vont aussi permettre d'avoir cette agilité cognitive. C'est un peu comme si on avait un super moteur de pensée. Et c'est là qu'on va enchaîner directement sur la phylocognition. La phylocognition, c'est... alors, attendez, parce que là, je vais faire une petite pause parce que je vois... est-ce que la neurodiversité comprend aussi les sous-efficients intellectuels? Oui, bien sûr. La neurodiversité comprend les gens qui sont au-dessus et les gens qui sont en dessous. L'idée, c'est vraiment un curseur. Sur chaque fonctionnement cognitif, on va avoir un curseur, on va être très au-dessus ou très en dessous. Et finalement, c'est d'être très au-dessus ou très en dessous et de ne pas être dans la norme qui va poser problème. Et j'en viens aussi à vous dire qu'en fait, on a tous des fonctionnements où on va être en dehors de la norme. On en a tous.
Mais la difficulté, c'est les gens qui en ont beaucoup et surtout qui sont très, très en dehors de la norme. Mais en fait, on a tous ça. C'est pas quelque chose qui est dans une case d'une certaine typologie. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a tous. Mais le problème, c'est ceux qui en souffrent et le problème, c'est ceux qui sont vraiment, qui ont du mal et qui sont dans un environnement qui reconnaît pas ça et qui, du coup, en souffrent encore plus. Et donc, après, donc, dans mes recherches, je suis tombée sur un livre que j'aime beaucoup. On m'a conseillé ce livre d'ailleurs. Et c'est un livre qui a été écrit par. Alors, c'est un livre que j'ai là. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Donc, il a été écrit. Je n'ai pas regardé la date, mais c'est un livre qui est assez récent. Hop, bon, c'est pas grave, je vous mettrai, mais c'est en 2019. Donc, la première impression, c'est donc en 2019. C'est un livre qui s'appelle Les phylocognitifs et ça a été une vraie révélation pour moi. Ce livre, il a été écrit à six mains avec Fanny Nussbaum. C'est des gens qui sont à Lyon, parce qu'à Lyon, ils sont vraiment au top. Fanny Nussbaum, qui est un docteur en psychologie et chercheur. Olivier Révol, qui est pédopsychiatre et accessoirement qui est également dyspraxique. Et Dominique Sapet-Marinier, qui est enseignant-chercheur en biophysique, imagerie médicale et neurosciences. Et à eux trois, ils ont regroupé leurs connaissances et ils ont décidé de trouver un autre terme que haut potentiel ou que zèbre ou que douance. Et ils ont trouvé que l'idée, c'est de rassembler non pas des gens qui avaient des surefficiences ou des surqualités, mais c'était de rapprocher tous ensemble des gens qui fonctionnaient de la même manière. Et du coup, ils ont identifié un fonctionnement, une agilité cognitive qui s'appelle la phylocognition. Cette agilité cognitive, en fait, c'est des facteurs qu'on a tous, mais que cette typologie de personnes a de manière importante et voire très exacerbée. Et dans cette phylocognition, il y a 3 caractéristiques majeures. Alors, c'est vrai que là, je suis un petit peu, vous ne voyez peut-être pas tout, mais la première, ça s'appelle l'hyperspéculation et c'est je suis, donc je pense. Donc, c'est pas je pense, donc je suis, c'est je suis, donc je pense. En gros, c'est une pensée qui est vitale à l'individu, ce qui fait qu'en fait, c'est un besoin. On n'arrête pas de penser. C'est quelque chose qui est tout le temps en nous. On ne sait pas ce que c'est que de ne pas penser. Et en fait, c'est même compulsif. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est quelque chose qui est vraiment là. Et on pense sur nous-mêmes, on pense sur le monde, on pense sur ce qu'on vient de faire. Il y a une position méta assez permanente sur voilà, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi c'est arrivé là, qu'est-ce qui fait que le monde tourne ainsi. En fait, c'est plein de spéculations qui se font en permanence sur plein de choses différentes. Et en fait, soit elle est focusée sur un truc qui nous plaît et tout ça, soit elle n'est pas focusée. Donc là, c'est différent. Et en fait, c'est aussi une caractéristique, c'est le fait de rien accepter, c'est comme ça. On ne prend pas les choses, c'est comme ça. On se fait sa propre idée à chaque fois qu'on a quelque chose, même contre tous. Si on trouve que l'idée n'est pas judicieuse, si on ne l'a pas comprise, si on ne l'a pas intégrée, on ne va pas l'intégrer et on va pas arriver à être OK avec ça. Il y a des avantages très importants à cette façon de penser. Les avantages, c'est un esprit critique qui est très fort, puisqu'en fait, justement, ne pas être dans la norme, pour ne pas être dans la norme, on peut avoir l'esprit critique et avoir un recul important sur ce qui est dit. C'est aussi une capacité d'analyse, l'autonomie et l'indépendance de la pensée. Ça, c'est vraiment des grandes qualités des phylocognitifs ou de la phylocognition. Par contre, le hic, c'est que s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de but dans ce qu'on veut faire, on procrastine. Et en fait, comme la pensée, elle est là, s'il n'y a pas de support pour cette pensée, s'il n'y a pas de focus sur cette pensée, s'il n'y a pas de choses à mettre dedans, on pense pour penser et ça tourne en boucle et on n'arrive pas. Et même dans le livre, ce qu'ils mettent dans ces cas-là, ce qui peut être sympa, c'est de faire des jeux vidéo. J'ai trouvé ça sympa comme idée parce que l'idée, c'est de mettre sa pensée en route. Et c'est pour ça que je vous remerciais au tout début de cette conférence. Parce que je vous ai remercié en disant merci de m'avoir donné un truc à penser pendant ce confinement, parce que sinon, j'aurais tourné un petit peu en boucle. Donc, c'est ça, l'hyperspéculation. La deuxième caractéristique, c'est l'hyperacuité. Et là, on va revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure de l'hypersensibilité. L'hyperacuité, c'est comme un 6e sens. Et c'est un seuil de sensibilité de très haut niveau sur l'émotion, mais aussi sur tous les 5 sens et sur la motricité. Et ça, c'est important parce qu'on peut l'avoir dans un sens, on peut l'avoir dans un autre. En fait, on va surtout développer souvent notre seuil de sensibilité. Il est important, mais on va le surdévelopper dans des choses qui nous intéressent énormément.
Des gens qui peuvent être énormément dans l'émotionnel, donc qui vont être énormément dans l'odorat, donc des gens qui vont être énormément dans… Et ça, ça va être des choses qui vont se développer. On ne sait pas non plus aujourd'hui tout ça, comment ça arrive, hein. Il y a plein d'hypothèses. Il y a des hypothèses pour partie génétique, parce qu'il y a quand même souvent des terrains familiaux, mais c'est aussi très environnemental. Ça peut être aussi la façon dont l'enfant a vécu dans le ventre de sa mère et de quoi il a eu besoin en sortant du ventre de sa mère, son niveau d'adaptation. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Quand on parle de la dyspraxie, on imagine que c'est un trouble qui se développe au moment qu'on est dans le ventre de la mère, avec un terrain familial. Mais aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Et de la même manière, pour tout ça, on ne sait pas d'où ça vient. Mais je trouve aussi, parce que je suis coach, que ce qui n'est pas important, ce n'est pas d'où ça vient, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est ça dont on parlera après. Donc, au niveau de cette hyperacuité, les avantages, bien sûr, c'est de détecter et d'analyser toutes les données, et même de faible intensité. De type, par exemple, les signaux faibles. Quand vous êtes dans une entreprise, vous allez avoir plein de petits signaux qui vont vous alerter en disant « Oh là 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 là, on va dans le mur, ce truc-là, ça ne va vraiment pas marcher, ce n'est pas possible. » Sauf qu'en fait, personne ne sait pourquoi. Et vous n'êtes pas capable de l'expliquer, c'est plein de signaux faibles. Vous avez parlé à un tel qui vous a dit un truc, vous avez été manger à la cantine avec une autre personne qui vous a dit autre chose, vous avez lu un document, vous avez vu un mail, et là vous dites, mon Dieu, c'est la catastrophe, mais vous êtes incapable de l'expliquer. Parce que vous êtes même incapable de faire le chemin inverse et de savoir ce qui vous a donné cette information. Moi, ça m'a joué des tours très souvent, parce qu'en fait, on a l'idée, on sait que c'est vrai, et on ne sait pas comment l'expliquer. Mais c'est la même chose qui arrive aux enfants quand ils sont face à un professeur de maths, qu'ils ont un bon résultat et qu'ils sont incapables de faire le chemin inverse et d'expliquer ce qui se passe. Et dans ces cas-là, l'enfant, il a bon, mais on lui dit qu'il a faux, parce qu'il ne sait pas expliquer. Et ça peut créer beaucoup d'injustices qui vont se retrouver après à l'âge adulte. Et le hic de cette hyperacuité, c'est en fait que quand il y a trop d'informations, on peut arriver à saturation, quand il y a trop d'émotions, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop d'odeurs, quand on est pris en charge, quand il y a trop de choses à faire, quand il y a des mouvements qui sont trop compliqués et que l'environnement, il a trop de détails ou que c'est trop complexe, en fait, dans ces cas-là, il y a une sorte de bug dans le cerveau. C'est comme s'il y avait une soupape qui s'arrête et qui dit « là, c'est trop ». Et dans ces cas-là, trop d'infos tue l'info. Et on va se retrouver, en tout cas, moi, ça m'arrive, quand ces cas-là, quand je monte en général plutôt dans l'émotionnel, moi, c'est plutôt mon chemin, et dans ces cas-là, je ne priorise plus rien du tout. Et tout à la même niveau d'importance. Et du coup, j'arrive plus à y voir très clair. Je suis submergée d'émotions et les émotions négatives deviennent très amplifiées et très handicapantes. Parce que du coup, je ne vois plus que l'émotion. Et j'arrive pas à prendre du recul sur le moment. Et la seule chose que j'arrive à livrer, c'est mes émotions. Ce qui parfois est très compliqué à recevoir pour l'entourage. Parce qu'en fait, c'est une sorte de bug. Et donc, c'est cette erreur et ce bug par rapport à l'environnement, c'est essentiel. Et parce qu'en fait, on va pouvoir aussi, ça va générer de la dyspraxie, mais ça peut générer aussi des angoisses. Je pense par exemple aux gens qui étudient en ce moment l'actualité ou qui étudient les choses qui se passent autour du confinement ou de la Covid-19. Ils vont voir plein de signaux qu'ils vont pouvoir mal interpréter ou qu'ils vont pouvoir interpréter et qu'ils n'auront pas forcément la capacité à agir, ce qui peut vraiment créer beaucoup, beaucoup de stress et d'angoisse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment présent en ce moment. Et puis, la troisième caractéristique, c'est le fait d'être en réassemblage permanent des idées, ce qu'ils appellent l'hyperlatence. L'hyperlatence, et là on retrouve la pensée en arborescence, comme quoi, et eux ils utilisent ce terme-là, comme quoi je ne l'avais pas inventé, j'avais bien vu quelque part, la pensée qui vagabonde au repos. La pensée vagabonde essentiellement au repos et crée des pensées automatiques et analogiques en arborescence. Automatique, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien, ça se fait tout seul. Analogique, c'est que ça va faire plein d'analogies avec des choses qui n'ont rien à voir et ça va créer beaucoup de liens. Mais ça se passe de manière inconsciente. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Mais c'est pour ça que qu'on peut se reposer en faisant un jeu vidéo. Et dans ces cas-là, la pensée, elle va fonctionner derrière. Ça, c'est génial. Moi, j'adore les jeux vidéo. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez pour vous détendre. Mais c'est pour ça aussi que c'est aussi super important de pouvoir se détendre, de sortir du système boulot, de système je vais y arriver. C'est aussi pour ça que quand on prend du recul, on a souvent les très bonnes idées qui arrivent ou quand on va dormir. Et ça crée un phénomène, le phénomène Eureka.
Moi, ce que j'avais aussi compris dans ce livre, c'est que c'est un peu comme si pour pouvoir fonctionner, ce super cerveau, qui est vraiment très agile, qui aime penser et qui du coup, comme il aime penser, il a tout mis en place à l'intérieur pour penser très vite et pour penser le mieux possible. Bah, ce cerveau, il a créé une sorte de disque dur sur lequel il stocke tous les processus. Et du coup, le processus d'apprentissage, il va être très rapide. Et on ne va pas aller forcément dans le détail de l'apprentissage, mais une fois qu'on sait, on le met dans le disque dur. On ne sait plus trop qu'on sait, mais c'est très, très vite fait. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on va retrouver beaucoup chez les phylocognitifs ou dans la phylocognition. Pas forcément d'aller dans le processus, du pourquoi, du comment, mais cette capacité à mettre vraiment en back-office le processus. Et ce qui fait aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à la prof de maths quand elle nous demande comment on a fait, parce qu'en fait, c'est inconscient. Et notre inconscient, on n'y a pas, comme on le sait, on n'a pas accès à notre inconscient. On n'y a accès que de certaines manières. On y a accès au travers des rêves, on y a accès aussi par la méditation, certains états modifiés de conscience, mais on n'y a pas accès comme ça à chaque fois qu'on veut et surtout pas quand on le demande. Et ce qui est essentiel aussi de comprendre dans cette hyper-latence qui est décrite, c'est le fait que la personne, quand il y a une phylocognition, la phylocognition fait qu'en fait, la personne va assembler le présent qu'elle est en train de vivre avec plein d'expériences passées qui se sont passées. Et c'est de l'assemblage qu'elle va faire du présent avec toutes ces situations passées qui se sont passées, qu'elle va faire des liens, mais comme elle est capable d'en faire énormément des liens, elle va pouvoir faire des liens avec des tas de choses, mais des choses qui sont passées dans son enfance, des choses qui sont passées la semaine d'avant, des choses qu'elle a vues à la télé, et elle va faire toute cette melting pot d'idées, et elle va du coup le rassembler pour projeter vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment le système de fonctionnement, ce qui fait que souvent, on est en anticipation. Et on a plus de mal parfois à être dans l'instant présent. C'est parfois vraiment un processus qui est là, qui est très actif et qui est automatique. Alors, les avantages, c'est vraiment qu'on est capable de faire des idées nouvelles, très fortes. On peut avoir une très grande créativité. On va imaginer des choses nouvelles. On va sortir des sentiers battus. On va pouvoir faire des super. On va intégrer de manière supérieure des tas de paramètres que des gens ne sont pas capables de faire, voilà, et sans forcément forcer, puisque ça se fait de manière automatique. Donc, c'est vraiment un processus génial de créativité sans effort quand tout se passe bien. Le hic, et à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, c'est le problème de ce fonctionnement, c'est le hic, c'est s'il n'y a pas d'explication cohérente. Si vraiment il n'y a pas d'explication cohérente et si vous ne trouvez pas de solution, et c'est ça en fait qui se passe, et c'est là qu'on rumine. Et quand on ne trouve pas de solution ou qu'on ne trouve pas le pourquoi, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a fait ça, ou pourquoi elle m'a dit ce truc, et pourquoi ça se passe comme ça, et qu'est-ce qui se passe ici, et quand on est là-dedans, là on va ruminer et on va tourner en boucle, tant qu'on n'aura pas la capacité à prendre du recul sur la situation et à vraiment prendre du recul sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais ça, c'est vraiment des fonctionnements très courants qu'on va retrouver, la rumination, comme on l'a parlé, la procrastination et le sorte de bug qui fait que d'un coup, on va partir dans l'hyper-émotionnel sans trop pouvoir se rendre compte. Je vais arrêter de partager mon diaporama et vous retrouver, comme ça. Bonjour Céline, en passant. Je vous retrouve et du coup, je vais regarder si vous avez posé des questions. Est-ce que vous avez besoin de questions sur… Alors, je regarde les questions. Alors, la difficulté de l'hyperlatence vient du fait qu'il est souvent difficile d'expliquer aux neurotypiques la façon dont elle est arrivée à cette idée, à cette conclusion. Mon intuition était très fortement… Alors, attends. À l'origine de cette idée. Oui. Alors, Alexandre, je mettrai aussi un lien sur la différence entre neurodiversité et neurotypique du même Jean-Baptiste Alexanian, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'emploie pas, parce que ça voudrait dire qu'il y a des neurotypiques et qu'il y a des neuroatypiques, mais seulement quelles seraient les caractéristiques du neurotypique. Moi, je ne les connais pas et je suis assez d'accord avec ça. On est plutôt sur le fait qu'il y a les gens qui ont plus ou moins cette agilité. Moi, je suis vraiment dans cette idée que c'est un curseur. C'est pas on l'est ou on l'est pas. C'est on l'est très fortement ou on l'est pas du tout. Mais on va être surtout sur une idée de curseur que sur une idée d'être différent. Et aussi, c'est important pour moi de ne pas mettre les gens dans des cases. C'est important pour moi, vraiment, de ne pas être dans une case moi-même et de ne pas mettre les gens dans les cases. Parce que je ne suis pas sûre que le fait d'être dans une case nous isole pas et nous emprisonne pas dans cette case, justement. Mais du coup, hop, je reprends la question.
Ce qu'il faut faire, c'est arriver à trouver… En fait, il faut comprendre, donc pour répondre à ta question, Alexandre, il faut comprendre que les personnes qui n'ont pas cette capacité, mais même en fait d'autres qui auraient cette capacité, auront du mal à vraiment arriver à ton cheminement si tu n'expliques pas ce qui vraiment les tenants et les aboutissants. On a tous besoin des tenants et aboutissants. Et je pense qu'un des chemins à faire aussi, c'est de comprendre, d'essayer de mettre en lumière ce qui a permis d'arriver à ce fonctionnement, ce qui a permis d'arriver à cette conclusion. Aussi parce que les phénomènes d'intuition, et on le voit dans les éléments, ils peuvent aussi être faux. On peut aussi arriver à une fausse conclusion parce qu'on va aller trop vite. On a aussi cette capacité à aller très vite, mais on peut aussi aller trop vite. Et donc, c'est intéressant d'aller explorer les éléments factuels qui t'ont amené là. Et je pense que c'est quelque chose que j'encouragerais à faire. Oui, méditation en pleine conscience, mais ça dévie souvent. Alors, la méditation en pleine conscience, ça dévie toujours. La méditation en pleine conscience, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est l'idée que la méditation, c'est quelque chose, c'est le fait de passer sans arrêt de la pensée à soi-même, de la pensée à soi-même qui fait que ça fonctionne. Donc, à la limite, plus on va dans la pensée vagabonde, comme on est détendu, on va aller dans la pensée vagabonde, mais c'est pas grave, il faut observer cette pensée et revenir. Et c'est le fait de ce va-et-vient qui va faire qu'on médite. Mais c'est une très, très bonne idée, la méditation en pleine conscience. À la plage et de la musique sans cesse. Ah oui. C'est bien la musique aussi. Moi, j'aime bien avec la musique. Alors, pour être davantage dans le présent et moins dans l'anticipation, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment comme gros problème pendant des années. J'arrivais vraiment même pas à profiter des instants. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de penser à la pensée que j'aurais suivante. Quand je discutais avec des gens, j'étais en train de penser à ce que je dirais après. Quand j'étais avec mes enfants, j'étais en train de penser au moment où je les emmènerais à l'école et je profitais jamais des moments en fait. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve. Et comment j'ai fait? En fait, c'est vraiment la méditation et se centrer sur le présent et se centrer sur le corps. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Finalement, cette différence, cette phylocognition, c'est aussi quelque chose qui nous enferme dans la tête, qui nous enferme dans le mental beaucoup. Et pour vraiment sortir du mental, l'idée, c'est vraiment d'être en connexion avec son corps ou en connexion avec son cœur, avec la cohérence cardiaque. Alors, le TSA modéré et les problèmes d'hyper-latence, je pense. Alors, sur les troubles du spectre autistique, ce qui est vraiment, je pense, assez intéressant à dire à ce moment-là, c'est qu'il y a des troubles qui sont, en fait, tout ce qu'on parle aujourd'hui de neurodiversité, ce sont vraiment des choses que tout le monde a et qui va être plus ou moins fort. Et quand on parle de tout ce qui est phylocognition, on va être vraiment là-dessus. Quand on parle du trouble du spectre autistique, on est plutôt sur une dimension qui peut être pathologique, qui peut être vraiment une problématique. Je dirais comme la dyspraxie peut l'être en fait. Hein. C'est aussi quelque chose qui peut être un trouble et qui peut être quelque chose qui est pathologique. Là, de tout ce que j'ai parlé depuis tout à l'heure, je ne suis pas dans la pathologie. La pathologie, elle peut venir de ça parce que ce phénomène va créer des angoisses, il va créer de la souffrance, il peut créer des troubles anxieux très importants et la pathologie, elle est là. Elle est quand il y a vraiment souffrance. Mais pour moi, on n'est pas forcément, c'est pas forcément, je suis pas sûre qu'il y ait un lien. Mais après, je suis pas spécialiste du trouble du spectre autistique. Faire des jeux vidéo, c'est trop bien. Oui, on pourrait dire que les neurotypiques sont les personnes qui sont dans la norme environnementale. Mais en même temps, je trouve que ce serait aussi réducteur, puisque personne n'est jamais dans la norme environnementale. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent, puisque la norme environnementale, elle s'est énormément resserrée. Et maintenant, les cases sont tellement petites que plus personne ne rentre dedans. Donc aujourd'hui, il y aurait pratiquement plus de neurotypiques. Mais en tout cas, il n'y en a jamais eu. Enfin, pour moi, en tout cas, les caractéristiques d'un neurotypique, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je préfère la neurodiversité, qui est vraiment l'idée du curseur. Moi, je préfère cette idée de curseur que de case. Alors, comment peut-on faire prendre conscience à un enfant et l'aider à en tirer parti? Déjà, lui faire prendre conscience,
L'idée, déjà, en fait, ce qu'on peut faire pour un enfant, c'est l'accepter tel qu'il est. Parce que ce qui a été aussi démontré dans tout ce que j'ai lu, c'est qu'un enfant qui est accepté comme il va pas du tout en souffrir, ou pas du tout de la même manière. S'il est accepté comme il est dans son environnement, que ce soit dans son environnement familial, dans son environnement scolaire. Souvent, ce qui est difficile, c'est dans l'environnement scolaire aujourd'hui, puisque dans l'environnement familial, souvent, c'est bien. Mais l'enfant, il faut qu'il accepte qu'il est différent. Moi, mon fils, il sait qu'il est différent, il sait en quoi il est différent. Mais en fait, il ne se la pète pas non plus, hein, parce qu'il sait aussi qu'il a eu du mal à faire du vélo. Enfin, voilà. Donc, il sait aussi qu'il y a des moments, c'est compliqué. Il sait aussi que des fois, il ne va pas être compris. Et il sait que c'est normal. Et que, voilà, je pense que c'est le plus l'expliquer. Oui, alors je fais, comme je disais tout à l'heure, je fais du coaching pour les chefs d'entreprise et je fais aussi des coachings pour les particuliers. En fait, après un appel téléphonique, on voit ce qu'on fait et j'explique les différentes modalités. Oui, oui, Charlène, je vois ton message sur la sophrologie et je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est une technique qui m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, je recommande Charlène en passage pour la fausse sophrologie, pour ceux qui sont à Rouen. La sophrologie est une méthode formidable pour apprendre à vivre pour l'instant présent et ça aide énormément. Ça permet aussi de se recentrer sur le corps. Et pour les personnes qui souffrent dans leur corps, hein, comme c'est parfois mon cas, bah, c'est aussi très intéressant. Oui, tout à fait. Pour la référence, je pense que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas comment on le dit, mais écartolé, je crois, ou tôle, je ne sais pas. En tout cas, oui, je sais qu'il travaille. Pardon? Écartolé. Merci, merci Miguel. Écartolé, je pense qu'en effet, qu'il y a beaucoup parlé d'instant présent, ça peut être une bonne lecture. Le sport, les jeux vidéo, la musique, la contemplation, certains films qui aident à freiner la pensée. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'important, c'est de trouver votre système à vous. C'est votre système à vous qui sera le bon système. Mais ça permet d'être dans le présent. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. On va continuer. Je vais partager l'écran. Hop. Là, c'est une fois, maintenant j'ai terminé avec les différentes théories qui m'ont aidé jusqu'ici. Et ça, je voulais déjà vous dire des pistes pour vivre mieux. Ça, c'est des pistes qui sont directement liées à ce qu'on vient de voir sur les phylocognitifs. On vient voir que quand on n'a pas de but et quand on n'a pas de sens, ben en fait, ça ne marche pas et on a tendance à ruminer ou à procrastiner. On va surtout procrastiner quand on n'a pas de but. On va procrastiner et on va faire des tas d'autres choses. Mais parfois, c'est une procrastination qui est utile parce qu'en même temps, le cerveau, il fonctionne. Hein. Donc, attention à ne pas mélanger les moments de repos et la procrastination. Parfois, on se dit qu'on procrastine juste parce qu'on ne fait rien et que dans sa tête, on a une croyance qui dit que quand on ne fait rien, on ne travaille pas. Et ça, c'est vrai que quand on a le cerveau qui travaille tout seul, ben, en fait, on travaille. Hein, c'est super. Ça, c'est un bon moyen de se dire, je me repose, du coup, je travaille. Donner du sens. Moi, j'aime bien l'outil de l'ikigai parce que l'ikigai, c'est quelque chose qui permet de trouver ce pourquoi on est fait et qui va donner à la fois du sens parce que c'est ce qu'on est fait, c'est le mélange entre… vous regarderez sur mon site internet, il y a une belle image d'ikigai et l'ikigai, c'est l'endroit où on se trouve quand on est dans ce qu'on aime faire, quand on est dans ce qu'on a plaisir et dans ce qu'on aime faire et dans ce pourquoi on est doué. Et aussi dans ce quoi on gagne de l'argent, voilà, parce que ce n'est pas une mauvaise chose de gagner de l'argent, et aussi quand on est utile au monde. Et quand on a les 4 réunis, là, on est dans son ikigai. Et je trouve que c'est génial. Aujourd'hui, moi, je commence à être dans mon ikigai, je suis contente. Et là, quand je suis avec vous, je suis dans mon ikigai parce que j'adore ce que je fais, je partage et je suis contente. La troisième piste que je vois, c'est d'adapter son environnement à ses besoins et non de faire le contraire. Et ça, souvent, je le vois, et j'étais comme ça, c'est qu'en fait, parce que quand même, j'avais quand même une pensée hyper créative, j'étais plutôt très commerciale dans mon profil, très dans le relationnel, et j'ai quand même passé 20 ans chez les experts comptables. Donc, ça veut dire que quelque part en moi, il y avait une voix qui me disait, va dans la difficulté, va dans l'effort. Parce que l'effort, c'est tout ce que j'avais toujours connu. Et du coup, mon environnement, je m'intéressais pas à l'environnement. L'environnement, c'est essentiel. Avoir un environnement qui vous convient, avoir un environnement familial qui vous convient, un environnement personnel qui vous convient,
un bureau qui vous convient. Et là, je pense à Fanny tout à l'heure, à qui on a fait une vidéo sur l'intérêt d'avoir un bureau qui nous ressemble et dans lequel on est bien. Et c'est vraiment très important d'avoir un environnement qui nous ressemble. Mais c'est aussi une entreprise dans laquelle on se sent bien. Même si c'est parfois pas forcément facile, hein, on sait que la difficulté aujourd'hui est parfois de trouver un travail et d'être bien dans son travail. Mais si on ne se sent pas bien avec ses managers ou avec ses collègues, c'est difficile parce que c'est des efforts énormes à chaque fois qu'on doit faire. Et comme on le disait tout à l'heure, la norme, elle est environnementale. Vous n'allez pas avoir la même norme de travail quand vous êtes dans une start-up ou quand vous êtes dans un cabinet dans une grosse structure ou dans un cabinet d'expertise comptable. Bon, je connais bien celui-là, mais c'est des normes environnementales à chaque fois. Et donc, à chaque fois que vous rentrez dans une entreprise, vous rentrez dans une norme. Moi, je savais au départ que je n'étais pas faite pour les grosses structures. J'étais bien quand il y avait de la relation et peu de monde. Parce que dès que j'étais dans des choses complexes, c'était difficile pour moi. Je ne savais pas trop l'expliquer, mais c'était une réalité. Et aujourd'hui, je sais que quand je suis dans une réunion, là, on parle de mon personnel, j'ai observé que quand je suis dans des réunions où il y a plus de 4 ou 5 personnes, je ne suis pas bien. Et j'ai du mal à être bien. Donc, j'évite au plus possible de faire ces réunions. Et quand je fais ces réunions-là, parce que c'est obligé et parce que je le fais, soit je le fais dans un environnement très bienveillant, ou soit je le fais dans un autre environnement, ou soit je ne le fais pas. Et dans ces cas-là, quand je ne peux pas faire autrement, je fais très attention à moi, je fais en sorte de me reposer et surtout, j'essaie d'être le maximum en recul parce que je sais qu'il peut y avoir plein de choses dissonantes qui vont faire qu'à un moment, je vais réagir de manière soit agressive ou soit je vais me sentir blessée. Donc ça, je sais que c'est très important aujourd'hui dans mon fonctionnement de faire un environnement qui me corresponde. Et aussi, je m'étais rendu compte qu'il y avait une valeur qui était complètement disparue de ma vie, que j'ai fait revenir dans ma vie, c'est la douceur. C'était quelque chose que j'avais complètement obstrué, tellement j'étais dans un mode de guerrier. Maintenant, aujourd'hui, j'ai énormément de douceur dans ma vie et c'est quand même vachement mieux. Et tout ça, ça m'a mis du temps. Hein. Je ne dis pas que c'est en 5 minutes qu'on fait tout ça, mais c'est important de partager que c'est possible. Et puis, prendre du recul. Prendre du recul, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire aussi quand on est dans l'anticipation. On a plutôt fait d'aller voir tout de suite ce qui va se passer plus tard que de prendre du recul sur ce qui vient de se passer et d'essayer de vraiment prendre le recul, mais ne serait-ce que d'une seconde, de prendre un peu de hauteur sur ce qui se passe ou de parler avec quelqu'un en prenant un peu de hauteur sur ce qui se passe. Ça, c'est une des pistes qui est importante à mettre en place et je trouve qui, moi, en tout cas, m'a servi. Là, je parle du chemin de l'acceptation. C'est le chemin. Moi, aujourd'hui, j'ai eu cette impression entre le moment où j'ai découvert la dyspraxie et le profil hétérogène de QI de mon fils, que après je me suis approprié pour moi et que je me suis rendu compte que j'étais un peu comme ça. Il y a eu une phase de choc, en plus, il y a eu après du déni. Et notamment sur plein de sujets. Et après, il y a eu énormément de colère. Énormément de colère après moi, de colère après l'environnement, de colère après tout le monde. Et j'en voulais un peu aussi à la terre entière de ne pas me considérer comme je suis. Et j'étais vraiment dans ce chemin de colère. Et vous voyez, il y en a plein encore qui sont dans cette colère parce que ce n'est pas facile de sortir de cette colère. Mais cette colère-là, c'est aussi une colère. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi je l'ai su à 47 ans ? Il y en a qui le savent à 20 ans. Et pourquoi genre, ma vie aurait été toute différente ? Et ça, c'est un moment essentiel, mais c'est un moment obligé. On est obligé de passer par là parce que si on ne passe pas par cette colère, on n'avance pas sur ce chemin. Et ensuite, après la colère vient la peur. Et la peur parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il va falloir qu'on apprenne des nouvelles choses, que tout ça, ça nous a apporté des nouvelles choses et on rentre dans une zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage nous amène un petit peu dans la peur. Nous amène dans la peur d'être différent, de la peur de ne pas arriver. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a vécu tout le temps à côté de sa vie ou à côté de soi. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, mais en fait, qui je suis et où je vais et en fait, c'est quoi mes besoins? Et en fait, je suis passée à côté de tout ça pendant toutes ces années. Et si j'y arrivais jamais à atteindre tout ça? Et en fait, on rentre dans la zone d'apprentissage et au fur et à mesure, on a de moins en moins peur. Et à un moment, il y a une phase de tristesse. Et ça, c'est la tristesse. La tristesse, c'est l'émotion qui dit c'est fini. Et il y a un moment où on finit par être très triste, parce qu'on lâche tout et qu'on se dit ok, c'est comme ça. Et c'est cette tristesse qui va permettre d'arriver à l'acceptation. Pour moi, l'acceptation, ce chemin-là, c'est d'accepter que je suis différente, mais comme tout le monde est différent, et que j'ai des différences qui sont un petit peu supérieures aux autres et un petit peu en dehors de la norme. Mais en fait, ça ne fait pas moi quelqu'un qui n'est pas humain. Je suis juste un être humain comme les autres.
Et aussi, ça m'a permis d'accéder à autre chose qui me paraît essentielle, c'est que moi, je suis différente, mais du coup, les autres sont différents de moi. Et que moi, je ne suis pas comprise. Ils ne me comprennent pas, mais moi, je ne les comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être hypersensible. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être hyper empathique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus. Donc, du coup, c'est ce que je dis souvent pour les gens qui me disent, mais moi, je suis empathique. Enfin, moi, je fais tout ce qu'il faut pour la personne et la personne ne fait pas ce qu'il faut pour moi. Bah oui, mais l'empathique, c'est un super pouvoir que tout le monde n'a pas. Donc, les gens qui ne sont pas empathiques, il ne faut pas leur en vouloir de ne pas être empathique. À partir du moment où on ne veut pas, nous, qu'on nous en veuille d'être hyper empathique. Voilà. Ça, c'est un peu le chemin que j'ai. Je ne vous dis pas que j'y arrive à 100% non plus, hein. Il y a des trucs sur lesquels c'est compliqué encore. Par exemple, moi, j'ai un gros problème avec les gens qui sont dans le jugement. Et quand je me retrouve face à des gens dans le jugement ou dans l'intolérance, j'ai un peu de mal. Donc, il y a encore du chemin. Et c'est un chemin qui dure toute une vie. Après, il y a le moment du pardon, où on se pardonne à nous-mêmes. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est autant à l'environnement, mais presque plus à nous-mêmes. Et après, on peut arriver sur une quête de sens et de renouveau. Et là, on peut le vivre pleinement. Et je suis un peu dans cette phase-là pour certaines choses et moins pour d'autres. C'est un chemin. Et c'est ce chemin que je voulais aussi partager avec vous ce soir. Et pour terminer cette présentation, et après on aura un moment d'échange si vous le souhaitez, je voulais aussi vous expliquer que pour moi, je ne parle pas que de moi, hein, je parle aussi de l'accompagnement que vous pouvez faire ou que vous pouvez donner, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans l'accompagnement ce soir qui m'écoutent. Et je trouve que ce qui est essentiel, c'est de voir que finalement, c'est un accompagnement qui doit être sur mesure, parce que toutes les problématiques sont différentes. Les gens qui ont cette agilité cognitive, ils vont tous être différents. On va être tout aussi différents. On peut avoir des tas de choses sur lesquelles on va être pareil. Ils ne vont pas avoir la même taille, ils ne vont pas avoir la même couleur, ils ne vont pas avoir le même sexe, ils ne vont pas avoir le même âge. Donc, de toute façon, il y a des tas de caractéristiques différentes. Mais ce qui est essentiel, c'est de leur faire un accueil inconditionnel. Parce que finalement, la seule chose dont on manque le plus cruellement quand on est comme ça, c'est de ne pas être accueilli en disant « Ah, ben t'es trop ceci ou t'es trop cela ». Ou de dire « Ah, mais non, ça, j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est un phénomène de mode ». Ou de dire « Mais voilà, accueillez les gens de manière inconditionnelle. Si ça veut dire et si ça a du sens pour eux, c'est que c'est important. Et ça, c'est essentiel dans un accompagnement, quel qu'il soit. Ne jamais nier la personne et accueillir la personne de manière inconditionnelle. Et c'est d'autant plus difficile quand on accompagne. C'est que la première phase, et moi je suis la première à le faire, hein, donc je sais ce que c'est que la première phase qu'un pilot-cognitif va faire quand il va aller voir un thérapeute ou voir quelqu'un qui va l'accompagner, c'est qu'il va le tester. Et du coup, il va arriver et il va le tester et il va lui livrer un max d'émotions ou un max de tout son comportement. Ou s'il a un max, des fois il est dragon, il va lui livrer son dragon et il va dire, ou il va le tester en disant, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que je peux arrêter de me mentir quand je suis avec toi? Parce que souvent on se ment, c'est des stratégies de contournement. On va se mentir, on va faire plein de choses, toutes les stratégies de contournement possibles et imaginables. Et cette phase de test, elle est très importante puisque la personne va du coup tester. Et la première fois, du coup, le thérapeute ou l'accompagnant peut se retrouver un peu en difficulté, d'où l'importance de le savoir. La neuropédiatre qui suit aussi les enfants me dit qu'elle a le même problème avec toutes les personnes qui fonctionnent comme ça, avec cette agilité cognitive, c'est qu'elles se retrouvent testées à chaque fois au premier rendez-vous. Mais comme on le disait tout à l'heure, les personnes qui sont comme ça, elles n'acceptent pas les choses comme ça. C'est pas parce que c'est comme ça. Donc, il y a quelqu'un en face, on va voir si cette personne peut vraiment m'apporter quelque chose. Et si elle peut vraiment m'apporter quelque chose, alors je lui ouvre la porte de ma confiance. Et une fois qu'elle a ma confiance, là, je peux lui livrer des choses. Voilà. Mais les thématiques, en fait, elles sont assez récurrentes. Il y a toutes les problématiques liées à l'estime de soi. C'est assez normal quelque part quand on regarde parce que c'est finalement ce qui s'est passé quand on était enfant. Il y avait un écart entre ce qu'on était capable de penser, ce qu'on était capable de faire et entre aussi ce qu'on donnait comme résultat et ce que les autres nous renvoyaient comme résultat. Et ces écarts-là, ça crée des vraies problématiques d'estime de soi. Et souvent, c'est les personnes qui ont confiance en elles, par contre. Les personnes, la confiance en soi, c'est d'être capable de sentir qu'on est capable pour réaliser une tâche. Mais ça, en général, on se sent capable de réaliser une tâche, mais souvent, on a du mal avec l'amour de soi, l'acceptation de soi, et même, souvent, on a une vision déformée de soi. Combien de fois ça m'arrive de voir des gens qui disent « on a dit ça de moi, je ne comprends pas, c'est pas du tout moi ». Et ça, souvent, c'est des comportements sous stress ou des fonctionnements très différents. Et ça, c'est assez important et souvent, ça m'arrive de travailler beaucoup là-dessus, sur ce fonctionnement qui dit, voilà, moi je suis comme ça, mais on ne me perçoit pas comme ça.
Ça peut être aussi des problématiques de forme de communication. Il y a aussi l'idée de s'adapter sans s'oublier. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on fait des choix. C'est-à-dire que je vais choisir de m'adapter dans cet environnement-là parce que j'ai un vrai besoin de ça. Et je ne vais pas juste faire en sorte d'être aimée par tout le monde. Et je ne vais pas faire en sorte de juste donner à l'autre ce dont je pense qu'il a besoin parce que j'ai peur d'être rejetée. La peur du rejet, elle est vraiment omniprésente. Parce que souvent, ces personnes se sont senties rejetées. J'ai vu ça sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il vient vraiment de la problématique du rejet qu'on a au début et au début de notre enfance, parce qu'on va avoir un écart entre ce qu'on pense, entre l'environnement, et il y a vraiment un décalage de toute façon scolaire. Tout ce qui est apprentissage scolaire aujourd'hui est très, très peu adapté pour ce type de fonctionnement. Donc, du coup, on va se retrouver forcément en décalage avec les autres, en décalage avec les profs, et du coup, ça crée ça. Et le rejet, c'est complètement humain, et c'est dans notre cerveau reptilien. Pourquoi? Parce qu'on a gardé ça du temps des cavernes. Alors, j'aime bien cette explication, il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'aime bien celle-là, que quand on était dans la caverne, si on était rejeté, on était mort. Parce que soit on se faisait bouffer par les fauves, ou soit on mourait de froid, ou on n'avait pas à manger. Donc, du coup, on a gardé au fond de nous ce truc qui dit oh là là, je ne peux pas être rejeté. Et quand on nous renvoie qu'on est différent, du coup, on s'adapte en disant bah ok, du coup, je vais m'adapter. Je vais m'adapter parce que c'est que comme ça que je pourrais être aimée. Et c'est vraiment sortir de ce schéma-là. C'est pas facile parce que quand on a fait ça toute une vie, c'est très difficile d'arrêter ça et c'est très difficile d'apprendre à exprimer ses besoins. Mais en tout cas, c'est vraiment très utile. Accepter son impact, j'en parlais avec une de mes clientes qui est là ce soir et j'ai trouvé cette image du diapason vraiment chouette, comme quoi j'apprends tout le temps. C'est que en général, on est comme un diapason parce qu'on a une personnalité assez forte, on est sensible, on a souvent, on prend quand même une certaine place. Parfois, les gens disent trop de place, mais on prend une certaine place. Mais ce qui fait qu'en fait, quand on va bien, tout le monde autour de nous va bien et qu'on est comme un diapason, on donne le la, on donne l'harmonie du groupe et de l'entourage. Mais quand on va pas bien, on est capable de pourrir une réunion de famille, on est capable de pourrir tout le monde autour de nous. Et ça, c'est essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Parce que moi, ça m'arrive en tout cas. Et avant, je comprenais pas. Je comprenais pas, je trouvais ça super injuste. Moi, quand j'étais super bien, j'entraînais les autres avec moi. Et quand j'avais mal, j'avais personne. Je me disais, mais c'est super injuste. Ah non, en fait, voilà, je comprends que c'est aussi mon impact. Et donc, comment je peux réduire mon impact? Et comment je peux faire en sorte d'avoir moins d'impact? Et déminer les autosabotages, ça va avec le syndrome de l'imposteur et les croyances limitantes. C'est vraiment des choses qui sont très, très présentes, avec des choses qu'on s'est dit dans notre enfance, qu'on a entendues dans notre enfance, du fait qu'on ne se sent pas à la hauteur et qu'on se sent toujours un imposteur. Et ça, c'est voilà, l'essentiel, c'est aussi de se dire que les vrais imposteurs se posent jamais la question, mais c'est pas suffisant. Et c'est un vrai travail de déminer toutes ces zones de sabotage. Et ce que j'aime bien aussi, c'est aussi mettre de la conscience sur les traumas. Alors, je mets les traumas avec un petit T. J'ai trouvé ça l'autre jour sur une vidéo. Le fait qu'il y a des traumas avec un grand T, c'est la guerre, la famine, le viol, enfin, c'est des choses vraiment dramatiques, mais qu'on a aussi plein de petits traumas avec des petits T, ça arrive à tout le monde. C'est des traumas de choses, ça peut être de s'être fait virer, ça peut être aussi quand on est enfant, d'avoir une grosse dispute et de ne pas avoir compris, ça peut être aussi des choses qu'on a vues dans notre enfance, qu'on a mal interprétées. Ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses qui vont être des traumas ou des deuils, ça peut être vraiment des choses qui sont finalement dans la vie courante, mais qui vont être des traumas. Et mettre de la conscience sur ces traumas, ça permet d'avancer et de les sortir. Parce que les traumas, c'est comme des petites bulles. Enfin, moi, j'aime bien cette métaphore. Déjà, c'est une petite bulle à l'intérieur du cerveau qui a arrêté de fonctionner, qui n'est pas dans la conscience, c'est dans le reptilien ou si c'est dans le limbique. Et c'est vraiment là. Et mais ce n'est pas actif. Il y a plus trop, ça a été démontré par des scientifiques qu'il n'y a plus de sang à l'intérieur. C'est vraiment des zones du cerveau qui sont limite inactives. Par contre, c'est comme il y a un faisceau de neurones autour qui fait que quand on vit une situation qui rappelle le trauma, on va avoir une réaction émotionnelle immédiate qui va nous ramener au trauma. Et c'est ça, c'est ces élastiques qui nous ramènent sans arrêt au passé et qu'on ne comprend pas. Et c'est des choses que même nous, on ne se rend pas forcément compte et que d'autres personnes, ce qu'on appelle les réactions émotionnelles sous stress, d'autres personnes vont nous dire de nous en disant « mais là, tu as été super dur ».
Je dis: «Bah, non, moi je suis pas dure là, je suis pas dure». «Mais si, 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 là tu as été dure ou là tu as été méchante». «Ah moi j'ai été méchante, mais moi je suis gentille». Voilà. Donc ça, c'est aussi tout ça qui permet de travailler. En tout cas, c'est là-dessus que moi je travaille dans mon cabinet. Il y a plein d'autres sujets que j'aborde, mais ça me paraissait aujourd'hui important de vous partager tout ça. Bah, voilà, donc vous retrouverez sur la présentation les liens, que j'ai utilisés pour la préparer. Nous nous retrouvons comme convenu à l'issue de cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé. Et puis, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Vous aurez des actualités régulières à partir de maintenant. À bientôt.